18h à Kinshasa, 19h dans l'Est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa direct. Aujourd'hui, on va parler de l'enseignement supérieur et universitaire qui tire les ficelles derrière certainement l'instabilité au niveau des institutions supérieures, au niveau de l'INBTP, au niveau de l'UPN. Dernièrement, on a vu ce qu'il y a eu. Nous allons parler avec André Mouchongo qui est là, qui est journaliste et aussi directeur général du journal universitaire. Et il est aussi encadreur des étudiants. Il sera là pour aussi en parler. Processus électoral, les idées droits dans ses bottes. Jean-Baptiste Kassekwa sera de notre. Mais bien avant cela, pour quelques minutes seulement, de l'autre côté, nous avons Moïse Chamala pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Moïse. Merci Jean-David Kilolo. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Place à l'actualité. Assassinat des chérubins au Kende, les trois leaders de l'opposition veulent les démissions de juges Dieudonné Kamuleta et Sylvain Loumou. Ces derniers dénoncent la violation du devoir des réserves de ces hauts magistrats. Plus qu'un jour avant la tenue du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, des délégations du monde francophone ont fait les déplacements de la capitale congolaise. L'ouverture aura lieu ce vendredi 28 juillet à 18h au stade des Martyrs en présence du président de la République, Félix Tshisekedi. Et puis en Afrique, la situation est restée confuse ce jeudi au Niger après les coups d'état des forces militaires de la garde républicaine qui a renversé les présidents Mohamed Bazoum. Les Occidentaux et les organisations internationales dénoncent la rétention du président Bazoum. Dans le monde, Vladimir Poutine a ouvert ce jeudi le deuxième sommet Russie-Afrique organisé à Saint-Pétersbourg. Le président russe a promis de livrer gratuitement des céréales à 6 pays africains sur fond d'inquiétude après l'accord de permettre l'exploitation des millions de tonnes de produits agricoles ukrainiens. Tous ces titres vous seront développés à la grande édition des 19h par Joël Iselona. Mais entre-temps, Jean-David Kilolo est là pour Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci à vous, Moïse Chamala, pour cette livraison. La grande édition, c'est tout à l'heure. Mais bien avant cela, nous allons recevoir M. André Mouchongo, tout de suite. On a vu des troubles au niveau des institutions supérieures ou au niveau des instituts supérieurs la semaine dernière, mais il y a là quelques mois où l'INBTP est vraiment très perturbé. Les fonctionnements ne sont pas réguliers là-bas. Nous allons recevoir à cet effet M. André Mouchongo. Bienvenue. Bien, merci monsieur, mon frère. Voilà, vous êtes directeur général des journaux universitaires. Et aussi, vous êtes assistant. Non, je suis doctorant. Voilà, vous êtes doctorant. Vous êtes effectivement un doctorant au niveau de l'UPN. Et certains de nos étudiants que nous recevons de l'UPN,
C'est sous votre signature. Alors, la semaine dernière, on a vu. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des Lupin? C'est quoi les nœuds du problème? Bon, en fait, merci d'abord. Je voudrais une fois de plus vous remercier. À chaque fois qu'il y a des questions relatives à l'enseignement supérieur universitaire, cette grande chaîne Télé 50 n'hésite pas à éviter notre modeste personne pour éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale sur cette question précise de l'issue. En fait, comme vous le savez très bien, les étudiants ont manifesté à l'Université pédagogique nationale pour cause, selon eux, il s'agissait de l'augmentation des frais académiques. Ce qui n'est pas question parce que si vous prenez la fixation des frais académiques a été faite en commun d'accord avec les étudiants. Depuis 2016, il y a une situation où à l'époque, c'est l'institution qui fixait les frais académiques. Mais depuis un certain temps, on associe les étudiants pour négocier au regard de la situation économique de la population congolaise. Et donc, les étudiants ont manifesté. Malheureusement, c'est une manifestation clairement. Vous allez vous rendre compte que les étudiants ne manifestent plus pour réclamer quelque chose, mais plutôt chercher la tête ou le tête de certaines personnes, notamment les dirigeants de cette institution. Heureusement que la communauté universitaire a dit net, parce que le comité actuel n'a même pas, j'insiste, n'a même pas 2 années académiques, plutôt quelques mois à la tête de Alors, l'UPEN. tout ça, c'est quoi? Parce que ce n'est pas seulement l'UPEN, hein. Il y a aussi l'INBTP. Ça fait pratiquement quelque temps que le fonctionnement est perturbé. Et tout ça, c'est quoi? Ce n'est pas la mauvaise gestion de ceux qui sont nommés par le ministre ou par d'autres personnalités. Je vais répondre à cette question à 2 manières. D'abord, vous parlez de la mauvaise gestion de ceux qui sont nommés ou les personnes qu'il faut à la place qu'il faut pour être à la tête de ces établissements. Il n'a rien à voir de ces 2 hypothèses. Parce que quant aux membres des différents comités de gestion, vous avez parlé les cas de l'INBTP. Rassurez-vous, la plupart de beaucoup de manifestations des étudiants ont toujours été à la base par une manipulation. Manipulation. Ça, c'est vrai. Surtout lorsqu'on sait que pendant cette période, elle est une période ou une année purement électorale, beaucoup de personnes font ce qu'on appelle ôte-toi pour que je m'y mette. Et donc, par conséquent, à l'INBTP, si vous réclamez, si vous cherchez la cause, est-ce qu'il y a-t-il augmentation des frais académiques? Non. Alors, mais c'est quoi là-bas? Je donne le cas de l'UPEN. Chers frères, pour les classes de recrutement, on les a demandé de payer 330 $. 330 $. 330 $. Toute l'année académique. Et comme vous le savez, les étudiants aujourd'hui ne payent plus ou n'achètent plus ce qu'on appelle les syllabus. Rien du tout, mais toute l'année académique, en dehors des frais comme le studio, mais les frais académiques toute l'année, c'est 340 $. Et pour les classes montantes, c'est Pour combien? les classes montantes, c'est 315 $. 315 $. Payable, j'insiste, En tranche. pour les classes montantes en 2 tranches. Et payable au taux de la banque centrale. Donc ces frais-là peuvent être payés en francs congolais, c'est-à-dire en monnaie locale, mais selon le taux Maintenant, de la banque centrale. à monnaie locale, vous ne voyez pas que avec la fluctuation qu'il y a monétaire, ça risque de compliquer. Non, ça ne peut pas compliquer. Non, ça ne peut pas compliquer, mon cher frère, parce que la banque centrale fixe le taux. Et c'est ce taux-là que nous sommes obligés de payer non seulement le frais académique, mais aussi les fonctionnaires réclament aussi d'être payés à ce même taux-là. Donc je ne vois pas ce qui est Et pour vous, problème. qui serait derrière toutes ces manipulations? Oui, c'est l'homme politique. L'homme politique. L'homme politique. C'est facile de le dire, hein, c'est facile. L'homme politique place aujourd'hui les milieux universitaires au sens propre devraient être les milieux apolitiques, mais malheureusement, lorsque tel pense qu'il serait meilleur que l'autre, ça ne peut pas être le cas. À l'UPEN, aujourd'hui, on ne peut tout dire. Parce que depuis l'année académique, depuis que l'année académique a débuté, je peux t'informer.
On n'a pas encore repris les activités comme convenu. À l'UPN. Non, je vous informe parce que nous étions en grève. Il y a eu une grève. La PUPEN avait décrété une grève jusqu'au moment où on voulait reprendre les activités normalement. Voilà aujourd'hui ce qui arrive. Mais je pense qu'avec le dynamisme du comité de gestion, ce qui a même poussé le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire à remanier le comité de gestion. Pourquoi remanier? Est-ce que vous ne voyez pas que ça aussi, le ministre lui aussi, lorsqu'il nomme, il renomme, il remanie les comités de gestion, ça aussi, ça crée aussi des frustrations. Okay. Parce que nous recueillons beaucoup de doléances de la part de certains et des autres pour dire qu'il y a certaines nominations qui se font en ne suivant pas certaines règles. C'est quoi la règle? Attendez, la nomination, lorsque vous parlez de la règle, vous souhaitez quelle règle pour nommer quelqu'un? Est-ce que la personne est-elle membre du corps académique? Est-ce que la personne est-elle membre du corps scientifique? Est-ce que la personne est-elle membre du corps administratif? Dès lors que la personne est agent de l'enseignement supérieur universitaire, quel autre critère? Oui, le deuxième critère, c'est le critère de la moralité, la probité morale, de compétences. Laissez-moi terminer quand même, frère. De compétences. On vous donne un établissement à gérer. Vous n'avez même pas une année. Et les autres disent déjà que vous êtes incompétent. Sur quelle base? Parce qu'il y a d'autres qui voient des nominations d'ordre tribal, d'autres voient des nominations par rapport à une obédience politique. Non, attendez. Ici, en tant que journaliste, spécialiste des questions de l'enseignement supérieur universitaire, je voudrais simplement dire, aujourd'hui, lorsqu'on te mettra ministre de l'enseignement supérieur universitaire, si votre frère est compétent, ou si vos frères et vos sœurs sont compétents, donc vous n'allez pas les nommer. Dites-moi, moi Mouchongo, ministre, et si un frère, les frères, les amis de Chikapa, tous ceux qui sont présents dans la province du Kasaï, qui sont compétents, vous voulez m'interdire à ce que ce gens-là ne doivent pas être nommés, malgré qu'ils remplissent les critères de compétences, les critères par rapport à appartenir à un corps de l'enseignement supérieur universitaire, vous allez me l'interdire? Parce qu'il y a d'autres qui disent qu'il y a certaines nominations des gens qui ne sont pas attitrés. Et des gens, c'est-à-dire... Dès lors quelqu'un est professeur d'université, la personne est chef des travaux, la personne est personnel de l'enseignement supérieur universitaire, donc agent administratif, technique et ouvrier de l'ESU. C'est quelle autre chose? Ça sont des faux fuyants. Aujourd'hui, nous parlons d'une question qui est totalement sensible. 340 $ pour toute l'année académique. Pour et c'est là qui a créé des problèmes. Il y a même des bus qui ont été caillassés. C'est là où je parlais de la manipulation politicienne. Vous réclamez, selon vous, qu'il faut réduire les frais académiques. Alors, comment pouvez-vous saccager les bâtiments administratifs? Mais il y a même d'autres étudiants qui sont arrêtés. Mais... Ce sont pas seulement les étudiants, il y a eu aussi les infiltrés, les non-étudiants. Vous réclamez, d'accord, les droits à manifestation est garanti par notre constitution, surtout que nous, au pouvoir, nous avons ce qu'on appelle l'état de droit. Vous avez le droit de réclamer quelque chose que vous jugez qu'il est mauvais. Mais pourquoi brûler le véhicule? Non seulement le véhicule qui servait au personnel de l'ESU, de l'UPEN, se promener, mais aussi le véhicule des particuliers. Vous voyez, vous commettez encore une autre erreur et vous aviez une raison, mais cette raison-là, vous la perdez. À ce jour, après le retour du comité de gestion de Madame la rectrice, il y a la paix et le comité de gestion est en train déjà, comme vous le savez très bien, l'UPEN est en pleine réhabilitation complète sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre de l'ESU, Moïndo Nzangi, a choisi l'UPEN parmi tant d'autres établissements qui doivent revêtir d'une nouvelle robe. Malheureusement, voilà les étudiants se donnent le courage d'aller saccager et heureusement, rien de réhabilitation, rien n'a été touché. Ces étudiants, nous le disons quand même aussi. Mais c'est parce qu'ils ont compris l'acte posé par le chef de l'État de réhabiliter l'établissement. Rien n'a été touché. Toutes les infrastructures sont complètement intactes. Voilà, on a vu les nouvelles infrastructures. On a vu les anciens ministres de l'EPST, en fait de l'ESU,
je m'excuse, la plupart c'était des doctorants, des docteurs, des professeurs. Mais on a nommé Mwindo Nzangi. Il n'y a pas un critère pour être ministre de l'enseignement supérieur pour être professeur. Est-ce qu'il est à la hauteur? Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il est à la hauteur? Il est à la hauteur parce qu'aujourd'hui... Contrairement aux autres, Machako Mamba, les autres, les anciens professeurs d'université. Non. Est-ce que vous ne voyez pas qu'ils risquent vraiment de se sentir un peu titillés dans leur gloire scientifique? Pas du tout. C'est lui à l'époque qui avait être dirigé amélioré, par quelqu'un qui n'est pas, professeur. C'est lui qui avait à l'époque amélioré les conditions des professeurs. N'étaient pas professeurs à l'époque. À l'époque, il n'y a aucun critère qui dit clairement que pour être ministre de l'enseignement supérieur universitaire, pour être professeur, aucun critère. Il est simplement question que la personne vienne avec les nouvelles idées, même vous. Et quelles sont ces idées, lui, depuis qu'il est là? Mwindo. Oui. Aujourd'hui, il a fait le projet à ce que beaucoup d'établissements soient non seulement réhabilités, mais aussi construits. Mais pourquoi il n'arrive pas? Allez-y, Donnez-moi la parole. Non seulement réhabilité et construit. Il a aujourd'hui mis en place sans précédente ce qu'on appelle l'application du système LMD. Le travail s'est fait. Il y a la bibliothèque numérique. Il y a autant d'actions. Lorsque vous allez m'inviter encore pour parler les questions relatives aux actions du ministre de l'enseignement supérieur, je reviendrai. Ici, je parle par rapport aux manifestations ou aux différentes manifestations qui ont eu lieu d'abord à l'INBTP. Et d'ailleurs, si c'est le cas de l'INBTP, lorsque les étudiants se donnent le pouvoir de bloquer les fonctionnements d'un établissement pendant, aujourd'hui, ça fait 5 mois, qui perd? C'est quoi, par exemple, au niveau de l'INBTP? C'est là où je parle. Allez-y. 5 mois, les étudiants ont bloqué le fonctionnement de l'établissement. Ils veulent quoi? Ils veulent le changement de comité? Du comité de gestion. Et pourquoi le ministre résiste? Non, c'est pas que... Non, il ne faut pas que lorsque les étudiants manifestent, il faut automatiquement agir pour donner toujours raison aux étudiants. S'ils ont raison, ils ont raison. Mais si ce qu'ils sont en train de réclamer n'est pas fondé, le ministre doit rester catégorique. C'est le cas de l'UPEN. Aujourd'hui, le comité de gestion a été remanié. Et merci aussi à tous les professeurs, tous les cadres scientifiques, tous les personnels administratifs, mais aussi les étudiants à travers, certains étudiants, à travers leurs coordonnateurs ont dit « Niet, ce que vous avez déjà cassé, comme les anciens bâtiments, ça suffit. Les nouvelles infrastructures dotées par le chef de l'État, personne ne touchera. » Et merci aussi au comité de gestion qui a décidé de continuer encore à remettre en bon état les auditoires de fortune. Parce que comme l'UPEN est en pleine réhabilitation et construction, certains auditoires de fortune ont été complètement détruits, brûlés même, mais les choses vont être reprises. Je suis convaincu, si je ne prenais pas la place des membres du comité de gestion, au plus tard le lundi, certainement les activités pourront reprendre sans problème. Donc le comité de gestion fait son travail. Rien. Si on a... Essayez aussi d'intervenir parce qu'il y a des étudiants qui sont interpellés, qui sont dans des cachots, qui veulent aussi l'intervention de vous, corps scientifique, pour qu'ils soient relaxés. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont des innocents. Il y a même un étudiant de l'UPEN qui a piqué une crise parce qu'il serait souffrant. Comme vous le savez très bien, lorsqu'il y a une manifestation, tout celui qui se trouve dans un cas ou un endroit suspect, tout le monde est arrêté. Je dis bien, tout le monde est ramassé. Et donc, pour les cas des étudiants, je pense que les autorités, à travers les comités de gestion de l'UPEN, ont déjà pris des mesures pour que les étudiants soient relaxés. Mais alors, n'oublie pas, le ministre de l'enseignement supérieur universitaire avait déjà décidé, comme ces derniers avaient commis des erreurs, ceux qui sont étudiants réellement, il y a des preuves palpables. Je pense que le comité de gestion va décider, comme le ministre l'avait prédit déjà, donc certainement la justice fera son travail. Le comité de gestion ne doit pas prendre la place de la justice, mais plutôt voir celui qui se retrouve dans les cas qui prouvent suffisamment que la personne a été
inculpés à participer à ces manifestations. Je crois que la justice fera son travail, mais aussi d'autres, les innocents, seront certainement libérés. Nous sommes entrés avec les comités de gestion, les enseignants, les professeurs. D'ailleurs, demain, il y avait une assemblée générale extraordinaire de l'association des professeurs de l'Université pédagogique nationale et l'association a pu renvoyer cette assemblée il y aura pas, date. Mais il y a déjà une menace de grève. Oui, à une date ultérieure. Ça, c'est à l'UNIKIN. Je ne parle pas des questions de l'UNIKIN présentement, parce que je suis venu pour éclairer l'opinion sur les questions de l'UPEN. Donc là, chez vous, tout ça se déroule normalement, il n'y a pas de revendication. Où ça? Là, chez vous, à l'UPEN. Non, tout est suspendu parce qu'il faut réhabiliter, encore remettre les auditoires de fortune qui ont été mis en place par les comités de gestion, comme tous les autres bâtiments de l'UPEN sont en réhabilitation. Les comités de gestion, comme des managers, ont mis en place une politique de réhabiliter, de mettre en place quelques auditoires de fortune pour que l'année soit sauvée, pour que l'année académique 2022-2023 soit sauvée. Donc, les travaux se font nuit et jour. Le lundi, je suis convaincu, sans prendre la place des membres du comité de gestion, rassurez-vous, le lundi, il y aura reprise des activités et j'ai la foi parce que le comité de gestion a compris qu'il faut absolument résoudre cette question et la coordination estudiantine s'est aussi impliquée. Merci à tous les cadres scientifiques, surtout avec le président Loukadi. Tout le monde est complètement déterminé. Merci beaucoup, M. André Mouchongo, l'homme de Chikapa. Ah, merci. Je salue tous les frères et sœurs de Chikapa qui sont complètement déterminés. Merci. Je vous salue. Voilà, tout de suite. On va parler de la politique, c'est tout de suite. Voilà, SID n'est pas partie prenante au processus électoral. Nous allons essayer d'en parler avec Jean-Baptiste Kassekwa. Bienvenue. Merci David. Alors, 5 ans de chômage politique, parce que vous ne serez pas partie prenante, il y aura élection et vous ne serez plus député. Non, il n'y aura pas élection sans la Mouka, sans SID dans ce pays. Comment ça? Nous sommes partie prenante aux élections. Seulement, nous exigeons que les règles des jeux soient consensuelles, notamment que toutes les parties prenantes puissent avoir confiance au fichier électoral, c'est-à-dire à la liste des électeurs. Parce que nous avons une expérience de 2018 où l'audit mené par l'OIF nous a permis de découvrir que sur les 40 millions d'électeurs que présentait la CENI à cette année-là, il y avait au moins 6 millions d'électeurs sans aucune empreinte digitale
il y avait plus ou moins 3 millions avec 1, 2 ou 3 empreintes, plus de 500 000 arolés qui étaient des mineurs, des personnes décédées ou des militaires, et nous avons estimé qu'il était important que pour le cycle en cours, que le même exercice de transparence soit fait pour que nous puissions nous rassurer que les 43 900 000 électeurs présentés par la CENI ne sont pas des fictifs. Kadima lui-même, lors de la rencontre avec les 4 candidats à la présidence déclarée le 30 juin, nous a révélé qu'en 2018, la CENI était allée jusqu'à Arolé à photographier des arbres et à leur attribuer des noms, des cartes d'électeurs. Et nous avons dit, mais quelle est la garantie que Kadima et l'équipe de la CENI aujourd'hui n'aient pas fait la même chose? Et si aujourd'hui, nous pouvons avoir 10 millions de fictifs sur les 43 900 000, considérant que... Est-ce que vous avez vos fictifs à vous? Vous aviez dénombré pour avoir ces effectifs-là des 10 millions? Nous partons des 10 millions relevés dans les fichiers de 2018. Or, l'enrôlement de 2023 a été le plus chaotique. Et donc, il est fort probable que le fichier électoral actuel contienne plus d'effectifs que celui de 2018. Nous avons eu des cas, je parle par exemple du territoire de Djougou à Nitori, ou dans le secteur de Walendu-Piti. Les fiches démontrent qu'il y a eu 132 000 arolés bruts. Mais le fichier électoral de la CENI indique que ce secteur n'a que 30 000. Donc une différence de plus ou moins 100 et 2 000 qui disparaissent. Nous avons relevé la même situation, par exemple, pour la commune rurale de Loumé, à territoire de Béni. Les fiches démontrent un total de 8 420 arolés, les données brutes. À la page 29 de la loi portant répartition des sièges, vous retrouvez seulement 4 000. À Kinshasa, nous avons, la commission électorale de la Mouka a démontré que sur la cartographie de la CENI, il y avait des centres introuvables. Vous avez suivi les cas de la Jeep qui a connu un accident à Chikapa, à Kasumbalesa, où des matériels sensibles auraient été trouvés. La CENI a promis une enquête jusqu'à ce jour. Donc, il y a de fortes raisons qui nous poussent à exiger que, conformément aux pratiques antérieures, qu'un audit sérieux soit mené par un organisme indépendant. Et nous avons dit à M. Denis Kadima, le 30 juin, que pour éviter tout prétexte de glissement du calendrier, que l'audit n'était pas suspensif des activités de la CENI, que les opérations prévues au calendrier de la CENI... Mais ça risque de jouer sur les calendriers, non? Non. Voilà pourquoi ils veulent à tout prix organiser les élections à bonne date. Et leur demander encore l'audit, ça va prendre du temps. Ils veulent le 23 décembre qui est élection. Non. Et peut-être au mois de janvier qu'on puisse avoir un président. Non, David, voici ce qui a été dit à Denis Kadima. Que vous continuez avec les opérations telles que prévues au calendrier de la CENI. Mais en même temps, c'est-à-dire concomitamment, nous lançons l'audit. Et donc l'audit n'implique pas la suspension des opérations. Mais nous nous convenons que si les résultats de l'audit démontrent que la marge d'effectif ne dépasse pas les 5%, et donc cette marge-là est contrôlable, nous continuons avec le processus. Si par contre, la marge d'effectif est au-delà de 5%, atteint la proportion de 10 millions comme en 2018, dans ce cas-là, nous dégageons les responsabilités parce que, figurez-vous, David, avec 43 900 000 électeurs, nous savons que le taux de participation au vote dans les pays africains varie autour de 50%. Nous aurons donc, au 20 décembre, environ 21 500 000 électeurs. Vous déduisez les 10 millions. Les 10 millions représentent 46%. C'est-à-dire que
par la complicité de la CENI, l'Union sacrée va aux élections déjà avec un matelas de 46%. Et l'ensemble des acteurs, candidats à l'élection présidentielle, à la députation nationale, provinciale, se disputent simplement les 54%. C'est dire que nous voulons accompagner la fraude déjà planifiée. Or, cette fraude-là, et pour moi qui suis du Nord Kivu, l'une des raisons pour laquelle je soutiens le combat pour la fiabilité du fichier électoral, c'est que à chaque fois que des élections bâclées sont organisées dans notre pays, la situation sécuritaire du Nord Kivu se détériore davantage. C'est comme qui dirait que les acteurs politiques font un jeu pour déclencher des crises au Nord Kivu, détourner l'attention de l'opinion contre la contestation des résultats. Pendant ce temps-là, une guerre éclate au Nord Kivu. Après les élections de 2006, nous avons connu la guerre du CNDP, qui a entraîné des morts 2007, 2008, jusqu'au fameux accord de 2009. Après les élections de 2012, de 2011, le Nord Kivu a connu la guerre du M23 qui a commencé en 2012 et jusqu'à 2013. Après le chaos électoral de 2018, la situation s'est détériorée, alors que pour la situation sécuritaire après 2006 et 2011, la détérioration de la situation sécuritaire évoluait à une accélération arithmétique. Après le chaos de 2018, aujourd'hui, la détérioration a pris une vitesse géométrique. Les mathématiciens comprennent mieux. Vous pouvez observer des indicateurs. Selon le baromètre sécuritaire du Kivu, le dernier bilan de massacre de 2018, c'était 914 tués. Mais selon le rapport de monitoring établi par des collègues Yotama, pour les 11 mois de l'état de siège, c'est 4516, soit 5 fois plus que le nombre de 2018. Les rayons de massacre qui étaient contenus seulement dans ce que l'on appelait le triangle de la mort, la forêt de Mayangos. Aujourd'hui, les massacres ont embrasé toutes les chefferies du territoire de Beni, tous les territoires d'Irumu à Ituri, tous les territoires de Mambasa. Vous avez maintenant la série de massacres dans le territoire de Rutshuru avec l'M23. Bref, les massacres se sont amplifiés. Après la crise électorale 2018, vous avez un autre indicateur. Pour la première fois, nous avons deux territoires de la RDC qui n'ont pas participé à l'enrôlement des électeurs, Masisi et Rutshuru. Pour ajouter Kwamoun, ça fait 3 territoires. Et donc, du fait du non-enrôlement de ces 3 territoires, le fichier électoral de la CENI aujourd'hui, non seulement il n'est pas fiable, mais il n'est pas exhaustif, il est aussi discriminatoire. Et si nous allons aux élections avec un fichier discriminatoire, sachez que le Rwanda, Kagame l'a dit, que l'intention derrière la guerre consiste à ravir des territoires que Kagame dit avoir appartenu à l'ancien royaume du Rwanda, ce qui est faux. Et donc, si par exemple nous laissons Masisi Rutshuru, les frustrations liées à la mise à l'écart des populations de ces zones et des acteurs politiques mais il y a eu des élections qui ont été organisées dans ce coin. Au niveau des Masisi, c'est-à-dire ceux qui se sont déplacés au niveau de Goma, ils ont été enrôlés. Mais la CENI a enrôlé 18 000 électeurs pour les comptes de Masisi, 18 000 sur 735 000. 18 000 sur 735 000. La CENI a enrôlé 79 000 sur plus de 700 000. Conséquence, la CENI, même dans la loi portant répartition des sièges, n'a pas considéré ces nombres insignifiants d'enrôlés. Et en ce jour, les candidats députés nationaux pour les comptes de Rutshuru de Masisi n'ont pas été réceptionnés. Et même pour la députation provinciale, il n'y a aucun bureau pour recevoir les candidatures, n'est-ce pas, issues de ces 2 circonscriptions. La conséquence directe, c'est que même si les élections étaient tenues au 20 décembre 2023, sans députés provinciaux issus de Rutshuru et de Masisi, l'Assemblée provinciale du Nord Kivu ne sera pas compétente pour élire un nouveau gouverneur de province. Et donc, c'est une raison toute trouvée pour perpétuer l'état de siège
dont les effets sont déplorés de tous. Est-ce qu'il nous faut aller comme des moutons de Panurge dans un schéma truqué comme ça? Donc pour ces raisons-là, disais-je, étant donné qu'à chaque fois que qu'il y a proclamation des résultats, la situation sécuritaire au Nord Kivu, l'année qui suit la proclamation des résultats, la situation se détériore, j'ai fait la projection qu'au regard du tableau sécuritaire aujourd'hui, si rien n'est fait, et avec la mise à l'écart de Masisi et Terutshuru, la situation sécuritaire qui va générer, qui va suivre la proclamation des résultats en 2023 risque d'être extrêmement chaotique. C'est ce qui a poussé Martin Fayulu à dire que le cycle électoral en cours risque de conduire notre pays à l'implosion. Nous risquons de connaître une contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs, une contestation qui va prendre un relief extrêmement inquiétant. Au même titre que, comme le dit le préambule de notre Constitution, ce que nous avons connu en 96, en 98, il faut éviter cela. Et nous, au niveau de la Mouka, et c'est l'objet du meeting de ce samedi, nous réclamons simplement l'audit du fichier électoral. Que nous soyons rassurés. Combien d'effectifs y a-t-il dans le fichier? Dans le fichier électoral. Si il y a... Mais ça dit que ceux qui ont été invités, ceux qui ont audité ce fichier, ils ont parlé d'effectifs. Et ils ont audité les fichiers. Pourquoi vous voulez encore un deuxième audit? Non. Kadima n'a pas respecté les règles de l'art. Il a invité ses amis. Il y a eu un Malawite avec lequel il a travaillé chez Ossissa. Il y a eu une Sud-Africaine, c'est là qu'il habite. Il y a eu 3 Congolais, dont l'un est membre de ce parti. Son parti? Nous considérons ça comme... Son parti? Si. Quel parti? Kadima, nous savons son passé. Il est venu de l'UDPS. Mais jusque-là, ça n'a jamais été prouvé. Mais cher ami, c'est un secret de ça n'a jamais été polichinelle. prouvé. Donc, nous considérons ce rapport-là que les 5 personnes ont établi comme un rapport d'un audit interne. Mais étant donné que le processus électoral n'appartient pas à la CENI, appartient aux parties prenantes, comme dans une entreprise, les actionnaires ont besoin d'être rassurés du rapport de gestion du gérant, pas un rapport établi par des commissaires aux comptes externes. Nous exigeons qu'il y ait un organisme indépendant qui fasse un audit sérieux avec la participation des délégués de la mouvance présidentielle, de l'opposition, de la société civile. Et à l'issue de cet audit, nous serons rassurés de la fiabilité de ces fichiers électoraux, mais en plus de la fiabilité, disais-je, nous exigeons l'inclusivité, l'exhaustivité du fichier électoral, notamment par l'enrôlement des électeurs de Masisi et de Rutshuru, parce que, en fait, l'occupation de ce territoire par le M23 ne relève pas d'un problème militaire. Ça relève plutôt d'un problème d'absence de volonté politique. Je viens du Nord Kivu, j'ai fait des investigations. On nous parle de la présence d'au moins 21 000 militaires FARDC. 21 000 militaires. 21 000. D'au moins 14 000 militaires de casque bleu de la MONUSCO. D'au moins 5 000 militaires de l'EAC. D'au moins 2 000 militaires armés ougandaises, UPDF, dans le cadre de l'opération Shuja. D'au moins 5 000 Wazalendo, des patriotes qui, sur pied de l'article 63, s'engagent volontairement. Vous avez également des experts militaires qui sont sur place. Donc, vous n'avez pas moins de 47 000 hommes armés. Comment 47 000 hommes armés peuvent être incapables de libérer une seule chefferie? C'est principalement la chefferie de Boucha, plus deux groupements de Bwito, le groupement de Tongo et de Bichoucha, plus 3 groupements de Masisi. Mais les M23, les fameux M23, comptent combien d'hommes pour que 47 000 militaires soient incapables de les déloger? Il y a un deal et la population est inquiète. Non seulement ces populations-là sont exclues de l'enrôlement et des élections, mais également
La rentrée scolaire est prévue pour le 4 septembre prochain. Si rien n'est fait, les enfants du groupement de Jomba, qui ne fréquentent plus l'école depuis le 8 novembre 2021 jusqu'à ce jour, vont connaître leur 3e année blanche. Les enfants de Rutshuru, de Kiwanja, de Rubare, dont l'année scolaire a été interrompue depuis octobre 2022 jusqu'à ce jour, ils vont connaître leur 2e année. Même chose avec tous les enfants de Bambo, de Tongo, sans considérer tous ceux qui sont en train de mourir dans le cas de déplacés. Donc, pour moi, à plus de la fiabilité du fichier électoral, eh bien, nous devons accentuer la pression sur le pouvoir. Mais là, vous maintenez votre meeting pour le 29 ? Pour ce samedi 29, oui. Voilà, pour le 29. Pourquoi ne pas attendre la fin de la francophonie, le jeu de la francophonie pour organiser votre meeting? Vous ne voyez pas que vous allez perturber l'ambiance de la francophonie? Alors, non, vous n'êtes pas patriotique. Vous n'êtes pas patriote. Mais pourquoi la CENI n'a pas suspendu ses activités jusqu'à ce que le jeu de la francophonie se termine? Mais par patriotisme, nous avons résolu d'organiser la marche et le meeting dans un quartier vers Tchangou, Njili, là où nous n'avons aucun site prévu pour les Jeux de la francophonie. Nous respectons les Jeux de la francophonie. Ce sont des patriotes congolais et des citoyens du monde qui viennent y participer. L'image de notre pays en dépend. Mais en même temps, la revendication pour un processus électoral crédible est une question existentielle. Nous ne pouvons pas la surseoir au profit des jeux, au profit des divertissements. Et donc nous avons estimé que pour couper la poire en deux, nous organisions nos activités dans les zones où le pouvoir n'a prévu aucun site prévu pour les Jeux de la francophonie. Nous n'avons aucune intention de... Mais là, vous le faites seul, sans les 3 autres leaders, sans Katumbi, Matata et Lycée Sanga, alors que vous cheminiez ensemble. Alors, vous savez, d'abord, en dehors même des cadres des leaders de l'opposition, toutes les forces vives de la nation, à part ceux qui sont de l'union sacrée, qui estiment que la fraude va profiter à eux, toutes les forces vives sont d'avis que le processus électoral est mal engagé. Que ce soit les églises, les mouvements citoyens, les organisations de la société civile. Mais quant à la conduite à tenir, il y a 2 tendances qui se dégagent. Il y a une première tendance des forces qui considèrent que malgré la planification de la fraude, malgré le fait que même la loi électorale a été taillée sur mesure, je vais revenir pour vous parler de l'article 47 de la loi électorale à court. Allez-y déjà, vous pouvez aller. Ils considèrent qu'ils vont contester la fraude au 20 décembre et que cette contestation sera gérée dans les mêmes proportions que l'on a géré les contestations de 2011, de 2018, de 2006. Mais nous, je suis de la deuxième tendance, nous considérons qu'au regard des expériences passées et du tableau sécuritaire de la RDC en ces jours, la contestation post-électorale risque d'entraîner la RDC dans une implosion, dans une balkanisation. Raison pour laquelle nous disons, il vaut mieux prévenir que guérir. Et pour prévenir, nous disons, nous ne déposons pas nos candidatures aujourd'hui. Nous exigeons à tout prix que l'audit du fichier électoral soit mené. Et si l'audit n'est pas mené, nous tenons notre meeting pour dire à la population, l'article 5 qui consacre la souveraineté au peuple va de pair avec l'article 64 qui donne le devoir à chaque Congolais de mettre en échec tout individu ou groupe d'individus. Et vous parlez que la loi électorale est taillée sous mesure? Écoutez, David, ce que dit l'article 47 de la loi. Beaucoup de personnes ne tirent pas attention là-dessus. L'article 47 de la loi électorale dit ceci. L'alinéa 3. Le vote semi-électronique combine l'utilisation du bulletin papier sécurisé et le comptage manuel en même temps avec un dispositif électronique de prise en charge du processus de vote
d'agrégation et de transmission des résultats. Donc il y a un processus, un dispositif électronique qui va jouer 3 rôles. Prendre en charge le processus de vote, vous votez par la machine fait l'agrégation ou la compilation des résultats, la machine va faire de la transmission des résultats. C'est dire qu'au soir du 20 décembre, avant même que le bureau de vote ne soit transformé en bureau de dépouillement, la CENI aura déjà les résultats. Et ceux qui disent qu'ils vont contester au niveau du centre local de compilation, ils seront mis devant un fait accompli. L'alinéa 5, le paragraphe 5 de cet article dit « En cas de divergence des résultats issus du dépouillement manuel et ceux du dispositif électronique, la CENI procède aux investigations et à la correction de l'erreur au niveau du centre local de compilation des résultats. Un procès verbal est élaboré à cet effet et signé par les membres du CLC, instruit par la CENI. » Pourquoi c'est la CENI qui s'arroge le droit d'instruire les membres du centre local, alors que dans tous les autres pays, même aux États-Unis, en cas de divergence entre les résultats du comptage manuel et ceux du comptage électronique, ce sont les résultats du comptage manuel qui priment. Mais ici, la CENI établit une loi qui consacre la différence parce qu'on veut matérialiser un plan de fraude. Et nous, au niveau de Telamouka, avec Martin Fayoulou, nous disons, nous ne pouvons pas blanchir cette fraude, mais nous n'allons pas laisser organiser dans ce pays un processus électoral dont les résultats sont connus d'avance. Nous appelons toutes les forces à se mobiliser pour arrêter ce processus, qu'on se mette autour d'une table pour définir les règles consensuelles des jeux, mais bien plus que nous contraignions le pouvoir à libérer Massissé Mtchougou, qu'elle était placée rentre, qu'il soit arrôlé et que nous allions ensemble avec eux aux élections prochaines pour éviter au Rwanda tout prétexte, toute manœuvre d'instrumentaliser les frustrations qui vont générer du fait de la non-participation de ces populations et des acteurs politiques. Fini, fidèles téléspectateurs. Merci Jean-Baptiste Kassekwa de votre passage pour nous éclairer sur votre meeting prévu pour ce samedi. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure, la grande édition de Jaël Isselona. Il sera à 20h dans l'Est de la RDC. Portez-vous très bien et à très bientôt.